Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Un bilan qui appelle toujours à une vigilance accrue, au respect des consignes sanitaires. Durant ces dernières 24 heures, 4346 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés à travers le Royaume, un intervalle durant lequel 70 décès ont aussi été enregistrés. Vous le savez, nous sommes en pleine campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. À cette occasion, je vous propose de nous intéresser à ces cellules de prise en charge mises en place par la DGSN, des structures qui, au-delà de l'écoute, jouent un rôle d'accompagnement. C'est une prouesse et une grande fierté pour le Maroc. L'équipe nationale marocaine de saut d'obstacles décroche son ticket d'entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 pour la première fois de son histoire. Nous avons rencontré ce matin les cavaliers qui représenteront le royaume. Et nous terminerons avec Casa Archives, une exposition consacrée à la mémoire de Casablanca. Le public est convié à une balade surprenante dans les archives photographiques, les documents et les plans historiques de la ville blanche. Madame, Monsieur, bonsoir. Des chiffres toujours élevés qui appellent à une vigilance accrue et au respect des consignes sanitaires. Durant ces dernières 24 heures, 4346 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés à travers le Royaume, un intervalle durant lequel 70 décès ont aussi été enregistrés. Le compte rendu quotidien de la situation épidémiologique avec Salim Amlab. Les quelques 16 000 tests de dépistage réalisés quotidiennement révèlent aujourd'hui plus de 4 300 cas d'infection au Covid-19. Ce nouveau bilan porte à plus de 354 000 le nombre de cas d'infection enregistrés à travers le Royaume depuis la découverte du premier cas le 2 mars dernier. Comme à l'accoutumée, Casablanca-Stat est la plus touchée. La région concentre quasi le quart des nouvelles contaminations, soit plus de 1300. Au cours de ces dernières 24 heures, plus de 4 000 personnes ont été déclarées guéries. Ces nouvelles rémissions portent à plus de 314 000 le nombre de malades à avoir gagné la bataille contre le Covid-19. Malheureusement, 70 personnes sont décédées aujourd'hui. Le virus a fait au total plus de 5 900 victimes. Le taux de létalité reste inchangé à 1,6%. Le Royaume compte actuellement au moins 43 000 cas actifs, parmi lesquels près d'1 millier sont admis dans un état critique en réanimation et au moins 81 sont placés sous respiration artificielle. Et à quelques semaines du début de la campagne de vaccination, nombreux sont ceux qui se posent des questions sur le vaccin. Est-il nécessaire? Est-il obligatoire? Quelle est la différence entre immunité acquise et naturelle? Des questions auxquelles répond Maryam Amlel dans ce reportage commenté par Oussama Al-Baqali. D'usage depuis l'Antiquité, la vaccination est un procédé par lequel l'organisme est mis en contact avec de faibles doses d'un virus qui stimule la réaction du système immunitaire pour qu'il puisse créer des anticorps. Un procédé qui permet d'acquérir l'immunité, contrairement à l'immunité naturelle qui n'est développée qu'après avoir été touchée par le virus à travers les cellules mémoire. La question se pose, quelle est donc la différence entre ces deux types ? La dose du virus que reçoit une personne lorsqu'elle développe une immunité naturelle est inconnue, alors que dans le cas de l'immunité acquise, la dose comprise dans le vaccin est suffisante pour développer une immunité complète contre ce virus au bout de quelques semaines. Le but de toute opération de vaccination est d'atteindre une immunité collective. Mais si celle-ci permet d'enrayer la propagation d'une maladie contagieuse au sein d'une population, elle ne peut être atteinte que si une proportion significative de la population est immunisée. Nous ne pouvons affirmer que nous sommes protégés contre ce virus grâce à l'immunité grégaire seulement si au moins 80% de la population est vaccinée. Entre une immunité naturelle mais incomplète et une immunité acquise et efficace, la vaccination se dresse comme le choix idéal pour endiguer la propagation de ce virus. Au Maroc, la vaccination qui devrait débuter au courant du mois de décembre est gratuite et volontaire. C'est un soutien direct de l'Allemagne aux efforts du Maroc dans la lutte contre le Covid-19. Le Royaume a bénéficié d'une enveloppe de 1,38 milliard d'euros, dont 200 millions d'euros sous forme de dons dans le cadre de la coopération au développement maroco-allemande. Une partie de cette somme sera dédiée au financement de la première tranche du partenariat pour les réformes engagées entre les deux pays pour la période 2020-2022. Et toujours pour soutenir le programme de réponse du Maroc à la pandémie
pandémie de Covid-19, le Japon et le Royaume ont signé un échange de notes portant sur un prêt japonais d'un montant de 200 millions de dollars, environ 1,8 milliard de dirhams. Cet appui budgétaire du Japon vise à soutenir les efforts du gouvernement face à la crise sanitaire, sociale et économique provoquée par la pandémie, en mettant rapidement à la disposition du Maroc des ressources supplémentaires pour mener les interventions d'urgence sanitaire et sociale et améliorer la résilience de l'économie nationale. Et c'est le monde entier qui fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 64 millions de cas de coronavirus et 1,4 million de décès. Le nombre de pays qui ont annoncé une campagne de vaccination de leur population se multiplie. En Europe, le Royaume-Uni est le premier à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech. Un autre front voit donc le jour, celui d'une vaccination de masse un peu partout à travers le monde. Mamadou Diaye. Après l'effort, c'est sans doute l'heure du réconfort. L'Angleterre sort ce mercredi de 30 jours de confinement. Dès la semaine prochaine débutera la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le Royaume-Uni est le premier pays à avoir approuvé un vaccin anti-Covid, celui de Pfizer-BioNTech. La sécurité du public sera toujours prioritaire et j'insiste à nouveau sur le fait que cette recommandation n'a été donnée par l'agence qu'après l'examen scientifique le plus rigoureux de chaque donnée. Près du tiers de la population britannique sera vaccinée lors d'une première phase sur 3, ce qui correspond à 20 millions de personnes. C'est le cas également de la Russie. Le pays entame dès la semaine prochaine une campagne de vaccination à grande échelle. Je vous demanderai d'organiser le travail pour que la fin de la semaine prochaine, nous ayons commencé la vaccination à grande échelle. C'est donc une autre course contre les impacts de la pandémie qui s'engage. Celle-ci a déjà fait plus d'1 400 000 victimes et près de 64 millions de cas positifs entre décembre 2019 et décembre 2020. Direction l'Allemagne où l'homme de 51 ans qui a tué 5 personnes, dont un bébé en voiture à Trèves, a été placé ce mercredi en détention provisoire. Le placement en soins psychiatriques de cet homme, par ailleurs fortement alcoolisé hier au moment des faits, avait été un temps envisagé. Mais un juge d'instruction du tribunal de Trèves a finalement décidé aujourd'hui de le placer en détention. Il est poursuivi pour 5 homicides et 18 tentatives. Les enquêteurs ont toutefois écarté tout mobile, politique ou religieux. 2020, sur le podium des années les plus chaudes, alerte l'ONU. Alors que les températures battent d'année en année des records, la décennie 2011-2020 sera la plus chaude jamais observée. Les 6 années écoulées depuis 2015 sont les plus chaudes qui ont été enregistrées selon le rapport annuel provisoire de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat. De janvier à octobre, la température moyenne mondiale a été supérieure d'environ 1,2 degrés Celsius à celle de la période de référence qui est celle de 1850-1900, de sorte que 2020 est en passe de devenir l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Établie aux 4 coins du monde, la diaspora marocaine soutient l'action menée par le Royaume pour rétablir la libre circulation à Guergueret. La communauté marocaine installée en Belgique a organisé un rassemblement devant des institutions européennes pour dénoncer les agissements du Polisario. C'est un reportage à Bruxelles pour 2M. Le récit est de Amina Mtrab. Ils arborent fièrement le drapeau national pour exprimer leur attachement à l'intégrité territoriale de leur Maroc natal. Pour donner une dimension plus forte à leur rassemblement, ces Marocains résidant en Belgique, pour la plupart des jeunes, se sont donné rendez-vous devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles. Nous sommes ici pour crier haut et fort que le Sahara est marocain et restera marocain. C'est en tout cas le message de la jeunesse marocaine installée à Bruxelles. On est là pour notre pays, Jalia al-Maghribiya à Bruxelles. Ces Marocains résidant en Belgique ont également scandé des slogans pour soutenir l'intervention de sécurisation menée par les forces armées royales à Guelgarat sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. On soutient le peuple marocain, Allah al-Watan al-Malik.
Les Marocains de Bruxelles ont donc décidé de braver le froid pour manifester pendant de longues heures devant le siège de la Commission européenne. Objectif, dénoncer avec vigueur les agissements inacceptables du Polisario. Et le Cap-Vert a exprimé son soutien au Royaume du Maroc dans sa décision légitime d'intervenir pacifiquement pour rétablir la circulation des biens et des personnes dans la zone de l'Guergueret au Sahara marocain. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohsin Jazouli, a remis à Kinshasa un message de Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Au cours de cette audience, il a été question des relations bilatérales et aussi des prochaines échéances au niveau de l'Union africaine, dont la présidence revient à la République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes en pleine campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles au Maroc. À cette occasion, je vous propose de nous intéresser à ces cellules de prise en charge qui existent depuis plus de 13 ans. Créées en 2007, elles ont été au cœur d'une révision menée par la DGSN l'an dernier afin que ces structures, au-delà de l'écoute, jouent un rôle d'accompagnement. Exemple à Tanger avec ce reportage de Khalid Reito, le récit est de Salim Amneb. Franchir les portes d'un commissariat pour porter plainte est parfois très douloureux, voire impossible. Au-delà des procédures judiciaires, cette cellule de prise en charge des femmes victimes de violences, comme les 130 autres à travers le royaume, est dédiée au soutien et à l'orientation des victimes, conformément aux récentes dispositions prévues par la loi 103/13. La loi a apporté de nouvelles dispositions, l'objectif étant de s'aligner avec les définitions données par la loi aux violences faites aux femmes. Ces cellules sont dédiées à l'accueil, l'écoute, le soutien, l'accompagnement et l'orientation. Chaque cellule est composée de 2 interlocuteurs uniques, généralement renforcés par des ressources humaines de sexe féminin, pour apporter un appui psychologique aux victimes et les aider à dévoiler leurs souffrances afin d'établir les inspections nécessaires. La Direction générale de la Sécurité nationale a également créé une cellule centrale pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Elle est présidée par le directeur de la police judiciaire. Sa mission est d'encadrer le travail au quotidien des cellules au niveau régional. Chaque victime est libre de contacter l'une de ces cellules et trouver la plus proche de son domicile ou du lieu d'agression en contactant le 19. L'an dernier, moins de 7% des femmes violentées ont porté plainte. Et pour parler plus en détail de ces structures, nous retrouvons en direct de Tanger Sarah Bezazi, commissaire de police principale et chef du service études à la direction centrale de la police judiciaire. Commissaire, bonsoir. Alors cette année encore, la DGSN s'associe aux 16 jours d'activisme initiés par ONU Femmes. On le sait, l'engagement et l'adhésion de la DGSN n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est surtout la restructuration de ce dispositif et de ces cellules d'écoute qui existent à travers tout le royaume. Bonsoir et merci beaucoup au nom de Monsieur le Directeur général de la Sûreté nationale pour l'invitation au plateau des infos du soir. Donc pour parler question de restructuration, comme les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences ont été restructurées à partir du 31 août 2019. Donc on a achevé la phase conceptuelle. Donc, ce qui a suivi, c'est d'entamer des chantiers pour l'accompagnement de cette restructuration à travers la mise à niveau des infrastructures dédiées à l'accueil. Et l'essentiel, c'est d'offrir aux femmes victimes de violences un cadre intime répondant à toutes les conditions d'isolement et aussi pour offrir une meilleure prise en charge pour les femmes victimes de violences, surtout en ce qui concerne la phase d'accueil. Ensuite, la Direction générale de la Sûreté nationale, à travers la cellule centrale de prise en charge des femmes victimes de violences, a entamé une série de formations continues et des formations spécialisées pour le renforcement des capacités des responsables des cellules et aussi des responsables de la police judiciaire et des arrondissements.
Donc, cette adhésion de la DGSN dans la campagne de lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, il s'agit d'une manifestation de la volonté irréversible pour une lutte efficace contre la violence faite aux femmes. Alors, les formes de violence à l'égard des femmes sont multiples. À quel moment la DGSN peut intervenir? Donc, sur ce point, à chaque fois, on retourne à l'article 1er de la loi 103/13 sur sur la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, la définition est claire de l'article 1er et on a 4 formes de violence. Il s'agit des violences corporelles, sexuelles, économiques et physiques. C'est-à-dire que toute femme victime de ces formes de violence peuvent bénéficier de la prise en charge offerte par les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences. Alors concrètement, comment se passe la prise en charge quand il s'agit de violences physiques ou de harcèlement? Où doit se rendre la plaignante et est-ce qu'elle doit surtout disposer d'éléments spécifiques pour prouver l'agression dont elle a été victime? Donc ici, la police, la femme victime de violence doit s'adresser immédiatement à la police de proximité ou n'importe quel poste de police relevant de la DGSN pour adresser sa plainte, ou bien elle peut appeler le numéro 19 directement via le téléphone. Donc on offre toutes les voies de recours, que ce soit au niveau des arrondissements, la police de proximité, et via la police de proximité, donc les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences implantées au niveau de la police judiciaire, ou passer des appels aux salles de commandement et aux salles de commandement numéro 19. Sarah Bezazi, commissaire donc, de... Allez-y. Oui. Oui, donc immédiatement, donc, la DGSN ne s'occupe pas uniquement de la prise en charge des femmes victimes de violences, mais elle assure la célérité dans le traitement de sa plainte. Et en ce qui concerne qu'elle soit disposée des éléments de preuve, donc le travail de la police judiciaire, c'est de constater l'infraction, de rassembler les preuves et aussi d'arrêter les auteurs de l'infraction. Sarah Bezazi, commissaire de police principale et chef du service études à la direction centrale de la police judiciaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Garantie, taux d'intérêt, certains entrepreneurs sont souvent dans l'incapacité de se diriger vers une banque pour obtenir un financement. À Bouche d'Or, le programme Mobadara offre des solutions flexibles aux porteurs de projets en difficulté, permettant ainsi la création de valeur et d'emplois dans la région. Reportage Youssef Wechou, commentaire Oussama Al-Baqaï. Pour lancer son projet de menuiserie, Mohamed a pu compter sur le programme Bouche d'Or Mobadara pour faire ses premiers pas dans le monde de l'entreprise. Grâce à un prêt sans intérêt, ce menuisier a pu investir dans cet atelier pour réaliser son projet qu'il préparait depuis près de 15 ans. J'ai reçu 80 000 dirhams. Ça m'a permis d'acquérir ce local, du matériel et même de recruter 2 personnes. Grâce au même programme, Selka a pu lancer son atelier de couture, un atelier qu'elle ouvre aux tisserandes de la région qui viennent apprendre à ses côtés. Le projet Mobadara m'a financé à hauteur de 80 000 dirhams sans aucun intérêt. J'accueille ici les jeunes filles pour leur apprendre et leur donner l'opportunité de coudre. Comme Selka et Mohamed, 30 autres projets sur plus de 1400 ont bénéficié du programme Bouche d'Or Mobadara, un programme qui permet aux porteurs de projets de passer par d'autres voies de financement que bancaires, nécessitant souvent d'importantes garanties. La première étape du programme a financé 24 projets à hauteur de 1,4 million de dirhams. La seconde a concerné 8 projets d'un montant global de 280 000 dirhams. Au-delà du financement, le programme Bouche d'Or Mobadara offre également un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets afin d'assurer la réussite de leur entreprise.
C'est une prouesse, une grande fierté pour le Maroc. L'équipe nationale marocaine de saut d'obstacles décroche son ticket d'entrée aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 pour la première fois de son histoire. L'équipe nationale, composée des cavaliers Abdelkbir Ouaddar, Ghali Bouqa, Ali El Harch et Sami Coleman, sera présente au parc équestre de Setagaya à Tokyo du 24 juillet au 7 août 2021. Nous avons rencontré ces cavaliers qui représenteront le royaume. Reportage Marwan Zghari et Adil Wasmi. L'équipe marocaine de saut d'obstacles qui participera au JO 2020 sera composée des cavaliers Abdelkbir Ouaddar, Ghali Bouqa, Ali El Harch et Sami Coleman. Les 4 cavaliers ont composté leur ticket pour Tokyo suite à la 7e place décrochée lors du dernier concours 3 étoiles comptant pour la Coupe des Nations. Cette qualification, il faut dire qu'on s'est qualifié lors du Morocco Royal Tour 2019 ici à Rabat. C'était le jour où on devait se qualifier pendant la Coupe des Nations. On a parvenu et vu que les Jeux Olympiques ont été reportés d'1 an, on était obligé de confirmer cette qualification. Donc c'est là où on est parti en Espagne lors du CICO de Vejer de la Frontera où on a confirmé cette qualification. Cette qualification est la première de l'équipe nationale marocaine de saut d'obstacles aux Jeux Olympiques. Le vétéran Abdelkbir Ouaddar avait déjà pris part à titre individuel aux JO de Rio de Janeiro en 2016. Pour les Jeux 2016, c'était vraiment une première pour nous parce que c'est la première fois qu'un cavalier marocain participe aux Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'était une fierté. Et encore, le Maroc m'a donné encore un cadeau plus que ça. J'étais le porte-drapeau. Ça, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau, comme on dit. Et cette année, je vais partir avec mon équipe et je suis vraiment très fier d'eux. Ils se sont battus, mais comme pas possible. On va essayer de faire de notre mieux. C'est un rêve de tout cavalier marocain de faire les JO et tout cavalier. C'est un rêve de jeunesse pour moi. Donc j'y crois et j'y crois jusqu'à la fin. Donc on va tout donner. Le quartet marocain démarrera ses entraînements à la mi-décembre et sera dirigé par un nouveau coach. À noter que le Maroc sera également représenté à la compétition olympique de dressage par un cavalier. Nous terminons avec Casarchives, une exposition consacrée à la mémoire de Casablanca. Le public est convié à une balade surprenante dans les archives photographiques, les documents et les plans historiques de la ville blanche. Une immersion dans la vie sociale, culturelle, économique et politique de la métropole. Ce sont des images de Mustafa Saïdouni commentées par Samia Halis. Des images inédites d'un Casablanca peu connu. C'est à une promenade historique dans la ville blanche que la Galerie des archives du Maroc convie le public. Ces photographies couvrent la période du 19e siècle, le protectorat et l'époque contemporaine. L'exposition englobe une quantité importante d'archives composées de photographies, de cartes, de plans et de documents. Les documents se divisent à leur tour d'un certain nombre de dahir et d'arrêtés, ainsi que des lettres. Ces documents qui authentifient les archives de Casablanca. Une immersion historique qui permet de découvrir la vie sociale, culturelle, économique et politique de la métropole. Cette exposition sur la ville de Casablanca relie le visiteur à l'histoire de la ville, l'histoire de ses quartiers, notamment pendant le protectorat. Ce qui démontre que ces lieux ont des racines historiques importantes. Vous saurez tout également sur les infrastructures portuaires, ferroviaires et routières de Casablanca, l'extension de son espace urbain, bref, tous les éléments qui ont fait de la ville blanche l'immense et bouillonnante métropole qu'elle est devenue aujourd'hui. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Plus de 64 millions de cas de coronavirus et 1,4 million de décès recensés à l'échelle mondiale. Le nombre de pays qui ont annoncé une campagne de vaccination de leur population se multiplie. En Europe, le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech. Un autre front voit donc le jour, celui d'une vaccination de masse un peu partout à travers le monde.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hussein Ouzig juste après Moubachara Ma'akoum avec Jami Aboul Hassan. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.